Alors tout d'abord, je tiens à remercier Édouard pour son invitation à ce colloque. Je suis très heureux de participer à ce colloque et d'évoquer la mémoire d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Et je vous remercie tous pour être venus cet après-midi. Alors je vais vous parler, on va commencer par des choses qui sont un peu familières parce que mes collègues en ont un petit peu parlé, l'histoire du climat, les archives à partir desquelles on arrive à faire des reconstructions et cette fameuse vigne de laquelle on arrive à tirer des dates de vendange, et je verrai jusqu'où on peut aller dans des reconstructions climatiques à partir de dates de vendange. Alors je tiens à remercier un certain nombre de mes collègues qui sont listés ici, qui ont tous contribué aux résultats que je vais montrer pendant ces 40 minutes. Alors ces recherches ont été financées par deux projets de l'ANR. Le projet Ophélie, dont on a parlé ce matin. Ophélie, alors de mémoire, ça voulait dire observation phénologique pour reconstruire le climat de l'Europe. Et un autre projet qui était la suite d'Ophélie, qui s'appelait SHEDAR, qui permettait de faire aussi de la modélisation du climat à partir des observations, de certaines des observations qui ont été obtenues dans le projet Ophélie. Alors, pour ne pas trop perdre le fil de la présentation, il y aura trois grandes parties dans ma présentation. Donc, des premières dates de vendange. Alors, ce sera un peu redondant avec ce qu'ont dit Valérie et Iñaki, mais ensuite, comment reconstruire des propriétés de la circulation atmosphérique. Alors ça, c'est un peu nouveau, à partir de dates de vendange. Et on terminera avec un autre cas qui a été évoqué par Édouard et par Emmanuel, qui est le cas du Laki en 1783. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir des méthodologies que l'on aura inventées, surtout dans la deuxième partie. Alors parlons de dates de vendange. Alors c'est toujours une belle histoire. Il était une fois des dates de vendange, et l'exploitation des dates de vendange en fait est à la croisée entre plusieurs sciences. Alors on a beaucoup parlé d'interdisciplinarité, mais là on va un peu entrer dans le détail. Donc la première discipline, c'est celle d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est la discipline de l'histoire, avec le climat depuis l'an 1000. Très bien. Ma discipline, c'est plutôt la climatologie statistique, et donc à partir de reconstruction paléoclimatique. Donc Édouard en a beaucoup parlé tout à l'heure. Et puis une autre discipline dont on a parlé aussi ce matin, qui est la phénologie, qui consiste à comprendre la croissance des plantes et leur relation avec les variations climatiques. Alors les dates de vendange, on va faire un petit rappel. Donc, ont un avantage majeur en paléoclimatologie, c'est que leur datation est absolue. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté ou très peu sur la chronologie. Des gens ont écrit une date. Très bien. C'est une répartition assez générale en Europe, parce qu'il se trouve qu'on cultive le vin depuis assez longtemps dans beaucoup d'endroits en Europe. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et comme l'a dit Iñaki, on a une relation entre la température estivale, et alors estivale au sens large, et la maturation du raisin, ce qui fait que, comme l'ont dit Iñaki et Valérie, de haute température implique une maturation précoce. Et comme on va vouloir récolter du raisin quand le raisin est mûr, la maturité du raisin va dépendre de la température. Alors, comme l'a évoqué Emmanuel, il y a aussi des effets non climatiques qui vont être liés à des pratiques agricoles. Par exemple, on veut peut-être avoir plus de sucre et donc un vin de meilleure qualité avec plus d'alcool. Très bien. Les guerres peuvent avoir une influence, c'est-à-dire qu'on peut retarder ou avancer une récolte ou ne pas avoir de récolte du tout quand il y a des passages de troupes à travers la vigne. Donc ça peut affecter les dates de vendange. Alors, pour entrer dans le détail, donc il y a un contrôle de qualité à effectuer pour déceler alors si on s'intéresse aux variations climatiques, il faut savoir déceler ce qui est climatique de ce qui ne l'est pas.
Et donc, c'est là que le rôle des historiens, dont on a eu un exemple très détaillé ce matin, est important. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre à jour des séries de dates de vendange, donc par Emmanuel Leroy-Ladurie et d'autres. On a commencé à travailler sur celle qui commence en 1370. Bon, il y en a un peu plus précoce que ça, mais 1370, c'est déjà pas mal, avec un contrôle finalement des manuscrits et des données originales qui permettent d'obtenir ces dates de vendange. Et dans le livre de Leroy-Ladurie, ça se terminait en 1983. Ces dates de vendange ont été complétées jusqu'au début du XXIe siècle, donc ce qui permet d'avoir une série très longue, continue, jusqu'au moment où on écrivait les articles. Et alors, ce qui est important, c'est vraiment l'utilisation de données originelles et de manuscrits, en particulier pour la région de Bourgogne, mais pour d'autres régions. Donc, on part de ça, on a des dates de vendange, très bien, qui sont définies sur des critères assez bien identifiés, donc on est content. Maintenant, comment relier ça avec la croissance de la vigne et donc avec le climat? Donc, on a déjà vu ce diagramme tout à l'heure, qui résume les étapes de la croissance de la vigne. Et là où ça devient intéressant, où la date de vendange va être importante, finalement, c'est ce qui se passe entre la véraison et la maturité, donc qui est vraiment lié à la température. D'accord. Donc, les étapes de la croissance de la vigne, c'est celle-là. Donc, on a une forte interaction avec les variations du climat, avec le cycle saisonnier climatique et la variabilité interannuelle. Cette variabilité interannuelle qui fait qu'une année ne ressemble pas à une autre. Alors, là où on a fait des choses un peu astucieuses, et là où le rôle de spécialistes comme Isabelle Schwinn a été crucial, ça a été de modéliser, de comprendre les mécanismes précis de la croissance de la vigne afin de simuler la réponse de la phénologie aux variations climatiques. Et cette simulation permettait on pouvait inverser cette simulation pour remonter à des variations climatiques. Donc, comme on l'a dit, les étapes importantes de la croissance de la vigne est contrôlée par la température. On va voir la floraison, la véraison, la maturation. Tout ça, on peut écrire des équations des équations mécanistes pour ces étapes, et à partir de ça, on peut faire une simulation de la température à partir des étapes que l'on perçoit. Donc, c'est pas juste on fait des régressions statistiques, mais on ne fait pas juste des régressions. Et tout ça, ça a été calibré, donc des collègues, alors c'était avant Iñaki, donc des collègues de l'INRA, ça s'appelait l'INRA à l'époque, pas l'INRAE. Donc on fait des calibrations à partir de mesures climatiques et de données phénologiques du pinot noir, puisqu'il s'agit de pinot noir, afin de vraiment calibrer au mieux les variations de température aux étapes de la croissance de la vigne. Donc ça, c'est un travail qui a été fait il y a 20 ans maintenant. Et donc, ce qui a permis d'obtenir cette courbe qui a été publiée en 2004, avec Isabelle Schwinn, moi-même et un certain nombre d'autres personnes, et Emmanuel Leroy-Ladurie, donc qui permettait qu'il y ait une reconstruction de la température de la saison chaude entre 1370 et on s'est arrêté en 2003, parce que si l'article a été publié en 2004, c'est qu'on avait les résultats en 2003 et on l'a soumis à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on constate sur ces dates de vendange, sur ces fluctuations de dates de vendange? On peut aussi avoir une comparaison avec des observations locales, ça marche très bien. On constate que le record, c'est 2003. C'est-à-dire 2003, c'est la date de vendange la plus précoce. Je vous rappelle que plus la date de vendange est précoce, plus il a fait chaud. Donc on a la date de vendange la plus précoce, c'est-à-dire qu'on a vendangé au milieu du mois d'août en 2003, alors qu'on était plutôt en septembre le reste du temps, et ça monte et ça descend. On remarque des épisodes comme le petit âge de glace, avec une petite interruption ici, et puis un pseudo-optimum médiéval par ici. Donc en voyant ça, on était assez content de nous, avec cette reconstruction climatique qui finalement est assez pertinente.
Et donc ça, c'était le départ, 2004. Et à partir de ça, on s'est dit, pourquoi ne pas généraliser cette étude, qui était valable pour la Bourgogne, au reste de la France ou le reste de l'Europe. Donc il y a eu ce projet Ophélie, un projet de l'ANR, grâce auquel on a collecté des données de date de vendange de plusieurs régions, donc en France, en Italie, Allemagne, Suisse et Espagne, en couvrant une période finalement assez grande, plus de 300 séries de données, et donc plusieurs publications qui décrivent ces données, comment on obtient une température à partir de ces données, puisque les cépages eux-mêmes sont différents d'un endroit à l'autre, et décrire la base de données, qui est une base de données unique finalement dans le monde de date de vendange, et de reconstruction climatique à partir de date de vendange. Alors ça, c'est un détail sur la profondeur de la base de données, alors qui n'est pas continue en temps suivant les régions, mais c'est une couverture finalement assez intéressante et qui a été complétée par d'autres données liées à la phénologie, comme des récoltes de céréales, grâce à Emmanuel Garnier, et des observations de floraison d'arbres fruitiers. Donc il n'y a pas que de la vigne dans cette base de données. Alors, maintenant, on va s'intéresser à des reconstructions de température. Donc, on a fait des reconstructions de température. On est capable de le faire en fonction des variétés principales de la vigne. Très bien. On est capable de calibrer des modèles de phénologie pour chaque variété. Donc, ce n'est pas juste une régression statistique. On est capable d'estimer des incertitudes de reconstruction avec des modèles agronomiques. Très bien. Et on va reconstruire des températures de la saison chaude. Très bien. Et ça, on fait ça pour plusieurs régions de France. Alors, on a déjà vu cette figure tout à l'heure dans la présentation de Valérie. Ça, c'est une figure simplifiée d'une de celles que Valérie a montrées pour plusieurs régions qui ont été agrégées entre régions sud, nord, ouest, est. Voilà. Donc, on a des reconstructions de température, pour le sud, le nord, l'ouest et l'est de la France. Très bien. Et l'idée qu'on va développer après, c'est que si on est capable d'identifier ces variations du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, on peut éventuellement voir des gradients de température, donc des différences de température entre ces régions, et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors, ça, on l'a déjà dit. Et là, je vais m'intéresser à des gradients de température, donc des différences entre le nord et le sud, et l'ouest et l'est. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer qu'on a des phases de gradients plus ou moins forts, et les comparer aux gradients actuels, qui sont les courbes, les traits tiretés ici. Et donc, on a eu des zones, des périodes avec des gradients nord-sud plus intenses, ou ouest-est plus intenses. Et pour avoir des gradients de température qui sont plus ou moins intenses, en fait, on a besoin de faire appel à de la circulation atmosphérique. Il n'y a que la circulation atmosphérique qui peut modifier ces gradients. Alors là, on a développé une méthode statistique. Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est beaucoup plus compliqué que des régressions dont on a parlé, mais une méthode statistique qui permet de faire le lien entre la circulation atmosphérique à grande échelle, donc des cartes météo, et ces gradients de température entre le nord et le sud, et l'ouest et l'est. Et donc ça, c'est un jeu qu'on a fait pour plusieurs périodes. On a essayé de faire des tests de significativité. Bon, on fait tout ce qui est habituel quand on fait de la science. Et finalement, on arrive à avoir ces différences de pression. Alors, par exemple, quand on a un grand gradient de température, donc entre le sud et le nord de la France, en fait, ça correspond à des schémas de circulation atmosphérique qui ressemblent à ça. Donc, ce que je vous montre, c'est des isopressions au niveau de la mer. Donc, et les couleurs, c'est des anomalies par rapport à une carte moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que quand les gradients sont accentués, on va
modifier la circulation avec des zones plus anticycloniques à l'ouest de la France, quand le gradient sud-nord est élevé, alors que quand le gradient ouest-est est élevé, eh bien, cette zone anticyclonique, ce blocage, est déplacé vers l'est, et on a un temps plutôt dépressionnaire à l'ouest de la France. Enfin, c'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc on est capable de faire des comparaisons à d'autres types de reconstruction. Donc là, finalement, ça marche assez bien et ça permet d'avoir une reconstruction assez fine de propriétés presque instantanées de la circulation atmosphérique. Alors, pour conclure cette première partie, je vais revenir sur un truc, une chose très importante, c'est que on réduit souvent la circulation atmosphérique à grande échelle à un indice très simple qui s'appelle l'indice de l'oscillation nord-atlantique. Or, les cartes que je vous ai montrées en fait, sont complètement agnostiques à l'oscillation nord-atlantique. Elles vont refléter des choses beaucoup plus fines que ce qu'est le signal d'oscillation nord-atlantique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à voir des contrastes avec la période actuelle. Et j'ai réalisé récemment que des collègues basés en Suisse et ailleurs, en fait, se sont servis. Alors, ils ne se sont pas servis de cette méthode en particulier, mais du concept lui-même de gradient de température pour reconstruire la position du jet stream au cours des derniers siècles. Et finalement, le résultat sont sans surprise très cohérents avec ceux qu'on peut obtenir. Et donc, ce papier qui a été écrit il y a maintenant une douzaine d'années, finalement, a un écho intéressant dans la recherche en paléoclimatologie, même en 2024. Donc, très bien. Donc, ce qu'on a fait il y a 10 ans, finalement, c'est toujours utile en 2024. Mais on va essayer d'aller encore plus loin que ça. Et on va essayer d'aller plus loin que ça avec cette étude de cas qui est l'éruption du Laki en 1783. Donc, le Laki, c'est en Islande. Et lors de ces éruptions, enfin, il y a eu plusieurs éruptions, un quart de la population en Islande disparaît. Donc c'est quand même quelque chose de très grave. On a vu, comme on le voyait dans les glaces du Groenland, les poussières qui sont émises très haut dans l'atmosphère ne vont certes pas jusqu'en Antarctique, mais c'est quand même un événement majeur. Et on constate aussi, en 1783, une surmortalité en France et en Europe dans les semaines qui suivent. Donc ça, c'est ce dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Sur ce graphique, donc, qui est tiré d'un article publié il y a une vingtaine d'années, on voit les phases, les différentes phases d'éruption du Laki au cours du temps, avec ça s'espace de plus en plus jusqu'à disparaître quelques mois après. Très bien. Alors, Emmanuel, donc, lui, s'est intéressé à des données, finalement, où les gens notaient dans des cahiers une perception d'un nuage, par exemple un changement de l'odeur ou de la consistance de l'air. Et donc, on est capable de dater, finalement, avec une assez bonne précision, des apparitions de phénomènes liés à un nuage du Laki, en France et en Europe. Donc le Laki est là et on va voir une propagation vers l'ouest du nuage lié au Laki. Et la question qu'on va se poser, c'est finalement quelle est la trajectoire exacte, parce qu'en fait le nuage ne suit pas ces isolignes, hein. Il a une trajectoire beaucoup plus complexe que ça, a priori, puisque le vent qui vient de l'ouest, en fait, peut avoir comme je l'ai montré sur les cartes de pression, peut avoir des ondulations un peu complexes à la surface, et en altitude, c'est encore plus complexe. Sachez que les cendres volcaniques sont émises à très haute altitude, jusqu'à plusieurs kilomètres en haute altitude. Les cartes que je vous ai montrées, c'était la pression au niveau de la mer, et là, il y a une forte différence entre ce qui se passe au niveau de la mer et en altitude. Si vous regardez les nuages, en altitude, les nuages peuvent se déplacer plus vite ou plus lentement que le vent à la surface. C'est comme ça. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une idée du trajet, du panache de poussière qui partent d'ici et qui
vont arriver quelque part en Europe à des moments qui semblent parfois moyennement cohérents entre eux. D'accord ? Par exemple, vous voyez Paris, 18 juin, l'Angleterre à Portsmouth, qui est à l'ouest de Paris, en fait, c'est 23 juin, Londres, 23 juin, donc quelque part, il y a eu un trajet bizarre entre Paris et Londres. Et il n'y avait pas d'Eurostar à cette époque, donc par où est passé l'air. Alors on va chercher à expliquer deux choses. La première chose, c'est d'où venait l'air. Donc ça, c'est un problème plutôt de météorologie ou de climatologie. Et l'autre chose, c'est on va essayer de voir s'il est possible d'expliquer, on va essayer d'expliquer la surmortalité en France à la suite de l'éruption du Laki. Est-ce que c'est vraiment la pollution qui fait ces choses-là ou autre chose? Alors, si on écoute les historiens comme Leroy Ladurie ou Emmanuel, on sait qu'en 1783, on a eu un été caniculaire, d'accord, en France. Mais il était plutôt frais ailleurs. Donc en France, il faisait plutôt froid. L'hiver 1783-1784 était plutôt froid aussi. Donc ça, les historiens, c'est ce que disent les historiens. Il n'y a pas énormément de données météorologiques très précises, mais à l'époque. Mais on peut faire confiance sur le fait qu'on a eu un été caniculaire en France et un hiver qui précède qui était froid. Ce dont on dispose, c'est des compilations de données de pression à l'échelle de l'Europe, alors à des endroits divers, et qui ont été regrillées. Donc il y a un collègue britannique qui a mis tout ça sur pied. Et puis il y a eu des initiatives de ce qui s'appelle le data rescue, le sauvetage de données météorologiques anciennes, en particulier de la Société palatine à Mannheim, la Société royale de médecine à Paris, qui ne faisait pas partie de ce genre de jeu de données, mais qu'on a digitalisé et utilisé par la suite. Donc, beaucoup de choses, de l'histoire, un peu de météo, et puis finalement du data rescue. Alors ça, c'est un exemple de cartes météo qui ont été calculées par Kington, donc en 88, il y a quelques décennies, où ce qu'on voit ici, c'est des reconstructions de la pression au niveau de la mer, jour à jour. Donc là, c'est en 1783, mais il a fait le travail sur une petite dizaine d'années, ce qui est quand même assez fastidieux, mais remarquable et très utile. Donc on va utiliser ce genre de données pour avoir une idée de la circulation atmosphérique. On va utiliser ce genre de données. Donc ça, c'est des manuscrits retrouvés à Mannheim, où on a plein d'informations, dont de la température. Et à partir de ça, on va pouvoir reconstruire des cartes météo, des cartes avec de la température, mais un pas de temps quotidien. Alors, déjà, c'est pas mal. Et quel genre de reconstruction on peut avoir? Alors, sur ces diagrammes un peu fouillis, je vais attirer votre attention sur le fait que, avec cette connaissance de la circulation atmosphérique à assez grande échelle, plus la connaissance que j'ai du climat actuel, d'accord, donc dans ces cartes qui sont des cartes de température, je n'utilise absolument pas la température en 1783, tout simplement parce que je ne la connais pas. Donc je vais faire l'hypothèse que je ne la connais pas. Tout ce que je sais, c'est la circulation, ces cartes en 1783 et la température actuelle. D'accord ? Et avec cette connaissance, donc moyennant des astuces statistiques qu'on a développées au LSE, on est capable de reconstruire la température, mais pas juste à Paris ou Mannheim ou Londres, mais sur tout le bassin nord-atlantique. Et là, on voit que l'été 1783, avec cette circulation, en fait, était très chaud. Donc avec plusieurs épisodes très chauds. Et le reste de l'Europe
et en particulier, donc on évacue vers septembre, octobre, et n'est plus très chaud. Et à l'ouest de l'Europe, en fait, il ne fait pas spécialement chaud. Et donc, si vous regardez ici les Balkans, il ne fait pas spécialement chaud non plus. D'accord ? Donc, avec ce genre de méthode, on arrive à voir des contrastes régionaux de température, juste avec une connaissance de la circulation atmosphérique et de la température actuelle. Et si je fais le même exercice pour l'hiver, eh bien, en France, en fait, il a fait en janvier-février, il a aussi fait très froid. Donc, on a des conditions qui sont très propices, finalement, à un risque pour la santé entre un hiver très froid et un été très chaud. Donc, l'acquis pourrait n'être qu'anecdotique. On va essayer d'aller plus loin maintenant. Alors, si on peut, avec ce genre de calcul, on va faire des reconstructions de séries temporelles, donc les variations mois, en fait, c'est jour à jour et agrégé par mois. Donc, on voit bien que pour la France, on a un pic de température l'été, en particulier au mois d'août. Donc, il fait août 83 est plus chaud que les mois d'août qui précèdent ou qui suivent. Donc, il fait vraiment très chaud. De même qu'il a fait très froid pendant l'hiver et il fera très froid pendant l'été 83-84. D'accord ? Donc, plein de conditions qui sont peu propices à une bonne santé. Alors, on a déjà vu ce graphique tout à l'heure, c'est que Emmanuel a montré. Donc, on voit une surmortalité en 1983, une surmortalité très sensible. Essayons d'expliquer ça. Alors, alors là, je vous montre un petit film qui a été produit par Yves Balkanski, qui montre l'intégrale de concentration de sulfate dans la couche limite atmosphérique, donc qui est entre la surface et 780 millibars, donc quelques dizaines de mètres. Et donc, au cours du temps, on voit plusieurs épisodes, et avec des valeurs qui se mettent à monter soudainement et redescendre. Et donc, ces courbes, en fait, qui sont, alors là, je vous les montre jour à jour, ont été reconstruites avec des données alors de pression que je connais, mais une reconstruction des conditions de vent, d'humidité, qui sont très importantes pour simuler les concentrations en particules dans l'atmosphère. Donc avec une méthode que je qualifie d'analogue, c'est le nom de la méthode que j'ai inventée, et des données historiques de pression. Donc ça marche très bien. Et si on veut regarder dans les détails, donc ça c'est une des cartes qui a été montrée tout à l'heure, donc qui vous montre... Donc, on voit deux séries de cartes, donc c'est des dates. On a entre le 18 juin et on voit plusieurs niveaux plusieurs altitudes. Donc ça, c'est près de la surface, dans la moyenne troposphère, et puis ça, c'est au-dessus de la troposphère. C'est les concentrations en SO2, donc dioxyde de soufre, dans l'atmosphère, dans plusieurs altitudes. Donc vous voyez qu'à la surface, il peut ne rien se passer, mais c'est à la surface qu'on voit les brouillards. Alors qu'en altitude, il se passe plein de choses, puisque le volcan a émis finalement d'ici, et vous voyez que la trajectoire du panache, en fait, est très complexe. Et donc, en faisant ce genre de calcul, on arrive à comprendre pourquoi on perçoit le brouillard du Laki en France avant de le percevoir en Angleterre, tout simplement parce que en Angleterre, alors là, il n'y a peut-être pas la résolution suffisante, mais pour arriver en Angleterre, en fait, ça a tourné une fois que c'était arrivé en France. Donc ça n'a pas fait un trajet rectiligne entre l'Islande et la France, ça a vraiment fait ce genre de trajectoire. Et donc là, on fait la même chose avec un autre composé atmosphérique. Dans le petit film, c'était la somme des deux.
Et en fait, ces deux composés réagissent de manière différente dans l'atmosphère. C'est pour ça que leurs concentrations ne sont pas strictement les mêmes. Mais on arrive vraiment à reconstruire l'histoire de cette éruption grâce à ce calcul finalement qui va utiliser des données historiques de pression. On va essayer de confronter ça à des observations historiques de perception du brouillard, et finalement c'est assez cohérent. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir ici? C'est que, alors, on a développé une méthode statistico-dynamique. Alors dynamique, ça veut dire qu'on a utilisé un modèle climatique qui s'appelle LMDZ 1K, enfin, qui est un module de chimie atmosphérique, avec des pas de temps subquotidiens, parce qu'on a besoin de connaître la météo subquotidienne, juste à partir d'analogues de circulation, mais quotidiennes. Et ça marche très bien. La conclusion de notre étude, c'était que seule une petite partie des décès au cours de l'été 1783 peut être expliquée par les relations actuelles entre donc, les composés polluants, des particules de moins de 2,5 microns, et le risque relatif. C'est-à-dire qu'à population constante, si on mettait autant de PM2,5 dans l'atmosphère, donc avec la population actuelle, enfin, avec notre système actuel, disons que le nombre de décès liés à ces concentrations de PM2,5 ne permettrait pas d'expliquer la surmortalité que l'on constate en 1783. Donc ça créerait une surmortalité, mais pas aussi importante que l'on constate en 1783. Et donc il est important de prendre en compte d'autres facteurs externes au Laki, bien sûr, comme l'été particulièrement chaud. Donc on sait que des étés chauds peuvent conduire à de la surmortalité. Enfin, 2003 a été un exemple assez dramatique. Et le manque de soins de santé à l'époque pour expliquer cette surmortalité. Alors, on va arriver vers la conclusion. Alors, une conclusion un peu générale. Je vais attirer votre attention sur le fait que 2004-2024, donc 2004, le premier article dans Nature sur les dates de vendange, 2024 aujourd'hui, on a une belle histoire scientifique sur 2 décennies. Donc, je pense que on doit beaucoup à Emmanuel Leroy-Ladurie pour avoir contribué aux matériaux de cette histoire scientifique. C'est une contribution vraiment essentielle. Cette histoire scientifique est vraiment liée au développement de méthodes statistiques, de méthodes de modélisation pour mieux comprendre et de manière beaucoup plus fine des phénomènes physiques, parce qu'il s'agit de faire de la physique. Et surtout, on a eu beaucoup plus de données. Enfin, on a eu une accumulation de données grâce à des collègues comme Emmanuel Garnier pour reconstruire ces propriétés climatiques et météorologiques. Alors, on est aujourd'hui en 2024, bientôt en 2025, et toutes ces recherches, en fait, ont permis de développer, défricher des pistes extrêmement prometteuses avec ces nouveaux outils, le développement d'autres outils sur lesquels il faudra consacrer une autre journée au Collège de France. Donc, je vais lister pêle-mêle des jeux de données qui n'existaient pas en 2004, qui existent maintenant, qui sont de longues réanalyses avec des ensembles de simulations qui permettent d'estimer des densités de probabilité. Ça, c'est très important. Un enjeu à l'heure actuelle, un enjeu scientifique pour les climatologues, c'est d'être capable d'attribuer des événements extrêmes, être capable de dire en quoi le changement climatique qui a lieu sur des décennies, en fait, peut affecter les propriétés de certains événements extrêmes qui ont lieu juste en un jour, quelques heures, un jour, 2 jours. Et donc ça, c'est cette science de l'attribution est en train d'exploser à l'heure actuelle. Est contemporaine du début contemporaine de ces années d'ailleurs. Et les recherches en histoire et en histoire du climat, en fait, peuvent permettre d'identifier des super extrêmes, des choses vraiment inhabituelles ou des choses dont on a perdu la mémoire, afin de déguiser nos méthodes, nos modèles,
afin de mieux anticiper des extrêmes qu'on a oubliés. Et je voulais aussi reconclure sur le fait que on a des dates de vendange. Alors, mon métier, c'est pas de collecter des dates de vendange, c'est de développer des méthodes statistiques ou physiques pour mieux comprendre ces choses-là, en particulier les extrêmes. Et il se trouve, alors j'ai constaté avec une surprise, j'étais très surpris et agréablement surpris de voir que des collègues avec qui je n'ai pas du tout travaillé, ou avec qui j'ai plus d'interaction, en fait, utilisent ce genre de concept pour reconstruire des propriétés très fines de la circulation atmosphérique, mais à des échelles de temps plus longues. Donc, je me dis que tout ce qu'on a fait pendant ces 20 ans, en fait, continue d'être d'actualité. Et je remercie d'abord la mémoire d'Emmanuel Leroy-Ladurie, et je vous remercie pour votre attention.